Bonjour. Donc, quand on a commencé cette série de cours il y a 2 semaines, vous vous rappelez que j'ai commencé en réfléchissant un peu sur une série d'ouvrages généraux, par exemple celui à gauche, le livre de Philip Curtin sur les échanges et le commerce entre les cultures, sorti donc dans les années 80. Et comme il s'avère, quelques temps après la sortie de ce livre, pas beaucoup de temps d'ailleurs, il y a cet autre ouvrage, un ouvrage collectif qui est sorti ici à Paris, sous la direction de 2 personnages très importants dans l'histoire du commerce à l'époque moderne. Donc d'un côté, Denis Lombard, spécialiste de l'Indonésie, et donc la deuxième personne étant quelqu'un sur qui je vais revenir maintes fois aujourd'hui, qui a été donc très important comme spécialiste du monde islamique ici à Paris, à la 4e section de l'École pratique des hautes études, Jean Aubin. Et alors, ce livre-là, Marchands et hommes d'affaires asiatiques dans l'océan Indien et la mer de Chine, a abordé les mêmes types de sujets que le livre de Curtin, mais avec un certain nombre de différences. Tout d'abord, Curtin a lui-même essayé de faire un effort de synthèse, tandis que dans l'autre livre, on a convoqué des spécialistes de différentes régions pour donc faire un peu l'état des lieux des recherches spécialisées. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est que dans le deuxième livre, comme on pouvait aussi imaginer à cause de l'identité des 2 rédacteurs en chef, il y avait, on soulignait beaucoup plus le monde islamique, le commerce dans le monde islamique, et c'est précisément sur ça que j'ai envie d'insister un peu aujourd'hui. On a parlé brièvement du monde islamique dans les 2 dernières séances par rapport au monde de la Guéniza, qui était un monde de marchands juifs, mais inséré dans un cadre qui était en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie donné par le califat fatimide. Et la fois dernière aussi, en parlant des marchands italiens, on a aussi touché le commerce qu'ils avaient, notamment avec la Méditerranée orientale, le monde égyptien, le monde libanais et syrien, où en fait ils allaient chercher des épices. Alors aujourd'hui, mon intention, c'est de vous amener un peu plus vers l'Orient. Et en fait, ce dont je vais parler pour l'essentiel aujourd'hui, c'est le monde iranien. Alors le monde iranien, donc, qui avait du commerce assez important déjà à l'époque avant la conquête islamique, donc les musulmans vont faire la conquête de l'Iran au 7e siècle, à l'époque des califes déjà. Même avant ça, on sait que le monde sassanide avait un certain nombre de ports importants dans le cadre du Golfe Persique. On sait ça par des textes, par la numismatique, mais aussi surtout à cause des fouilles qu'on a fait. Donc les données archéologiques nous ont permis de comprendre la vie de ces villes portuaires. Et bien sûr, à partir de cette région-là, on faisait le commerce à la fois avec l'Inde, un peu peut-être avec l'Asie du Sud-Est et certainement aussi avec le monde arabe, la mer Rouge et aussi la côte orientale de l'Afrique. Mais quand on passe à l'époque donc islamique, les choses changent, mais il y a aussi une certaine continuité dans les réseaux et dans les villes qui jouent un rôle dans ce commerce-là. À l'époque donc des Abbassides, que vous voyez en gros ici, le port le plus important de la région, c'est donc Siraf, donc port du Golfe Persique, qui est lié à cette ville qui reste très importante dans l'intérieur, qui est Shiraz. Et donc, c'est à partir de Siraf qu'on va passer par les détroits d'Ormuz pour faire le commerce, notamment avec le Sindh, ici, avec, on dit Bombay, ce n'était pas Bombay qui était là à l'époque, mais un autre port qui s'appelle Thane, qui aujourd'hui est une espèce de banlieue de Bombay. Donc, le commerce avec l'Inde qui restait très important pendant l'époque
du califat abbasside, donc disons à partir du 8e siècle, le 9e, 10e et ainsi de suite. Alors, donc là encore, on a deux sortes de données. On a des textes qui parlent des endroits, comme je vous ai dit, comme Siraf, le port le plus important, lié avec Firozabad, lié avec Shiraz, mais il y a aussi l'île de Qais, qui reste aussi assez important. Et dans les 20-30 dernières années, on a fait des fouilles de plus en plus intéressantes. Et là, vous voyez un peu la disposition de la ville de Siraf, hein, la grande mosquée qu'on a retrouvé, quelques fortifications et aussi le bazar et un petit palais qui existent donc tous sur le golfe Persique dans un climat assez chaud, assez désagréable, il faut le dire, mais néanmoins suffisamment important pour attirer un grand nombre de marchands venant à la fois du monde persan et de plus loin. Alors, comme je vous ai dit, les travaux, pour moi, les plus intéressants, mis à part les travaux, bien sûr, de quelques archéologues, de la part des historiens portant sur ce sujet-là, c'est les travaux, justement, de Jean Aubin, qui a écrit, par exemple, des articles comme celui-ci, assez fondamentaux, sur Siraf, le déclin de Siraf, et donc ce qui serait le sort des ports du golfe Persique par la suite, notamment de Shilao, et puis ces deux villes intérieures qui sont Khunj et Fal, donc qui forment une espèce de triangle. Et puis, il a aussi écrit des choses qui vont donc jusqu'à l'époque des Timurides, le 15e, puis l'époque safavide, le 16e, le 17e, et pas seulement lui, il a formé toute une école d'historiens français, mais aussi, comme vous voyez ici, un historien maintenant assez important, japonais, Haneda Masashi, qui a aussi été formé un peu dans l'école d'Aubin ici à Paris. Donc, en fait, il y a eu une espèce de rayonnement plus considérable d'une façon internationale de ces travaux. Alors, donc, ce qu'explique Aubin dans ces articles qu'il écrit, c'est un peu l'importance d'un moment qui va survenir un peu plus tard que les Abbassides, c'est l'époque mongole. Alors donc l'époque mongole, qui est le XIIIe siècle, avec la conquête mongole de l'Iran, qui va s'étaler sur plusieurs décennies. Bien sûr, il y a la conquête de Bagdad même en 1258, mais avant et après, il y a une influence assez importante des Mongols sur l'ensemble de l'Iran. Et c'est dans ce cadre qu'on va voir l'essor de quelque chose qui est très, très crucial pour le début de notre histoire, qui est donc l'essor de la ville de Hormuz. La ville de Hormuz, ici, donc, qui était connue déjà, disons, à l'époque des Sassanides comme centre des chrétiens nestoriens, mais progressivement va devenir en quelque sorte la clé du commerce du golfe Persique avec la conquête mongole. Et là, vous voyez qu'il explique comment, sous le régime mongol, Qais, donc cette petite île, avait recouvré l'autonomie du fait qu'il avait fait perdre en 1230 l'annexion à l'État salgouride, qui est une espèce de petit État régional. Alors, ce qui va se faire, donc, c'est qu'on va voir s'imposer dans cette région du sud, donc la région de ce qu'on appelle en gros le Fars, mais à l'intérieur de Fars, il y a donc des sous-régions. Il y a aussi la région qu'on appelle en gros l'Ar et l'Aristan, on va revenir sur ça, et autour de Hormuz, le Hormuzgan. Donc ici, vous aviez la domination progressive des marchands donc, qui viennent du sud de l'Iran. Et ces marchands-là sont distingués par les noms qu'ils portent, donc on peut les identifier assez facilement. Ils ont des noms comme Fali,
par exemple, qui est le nom d'un endroit. Donc, vous aviez aussi Iji, Fali, Khunji, ainsi de suite. Donc, ce genre de noms qui portent donc la présence des villes de cette partie sud de l'Iran. Et là aussi, on voit que il y a un mélange assez intéressant et assez curieux entre monde marchand et monde politique et monde des derviches. Donc une espèce de triangle un peu inattendu. Donc vous voyez ici que, comme il dit, vers 1300, les derviches de Khunj apportèrent au seigneur d'Ormuz un concours de grande portée en obtenant des tibis, donc réticents, la cession de l'île de Jarun au Hormuzi. Donc, en effet, il y a Hormuz qui est au départ un point sur la terre ferme, mais on va progressivement construire un royaume qui est constitué à la fois par des éléments de la terre ferme et des îles du Golfe Persique. Et l'île la plus importante, c'est donc cette île-là, l'île de Jarun, qui contrôle le détroit d'Ormuz en quelque sorte. Et avec l'expansion donc de Hormuz dans ce sens-là, on va avoir construit une espèce de royaume mixte entre donc la mer et la terre, et c'est ce royaume qui va donc dominer un peu le commerce du Golfe Persique pendant à peu près 200 ans, à partir de 1300 et jusqu'en 1500. Donc vous voyez ici, vous aviez l'île de Hormuz, vous aviez la terre ferme, vous aviez Qais qui était l'île importante avant, Siraf ici, donc il y a une espèce de déplacement de centres de commerce de ouest en est, et ces autres centres-là, comme Khunj, Fal, Shiraz, sont délaissés un peu, et ce qui devient important, c'est donc Hormuz, et à l'intérieur, cette ville-là, qui est la ville de Lar. Et donc, je vais revenir sur cette ville qui est très, très importante et un peu oubliée aujourd'hui dans l'histoire de ce commerce. Lar, en fait, vous voyez qui restait en fait assez fidèle à un certain type d'islam, l'islam sunnite, quand il y a eu des changements ailleurs en Iran. Alors donc, on peut facilement comprendre comment les choses marchent. Il y a ce détroit, et si vous voulez faire le commerce avec l'intérieur, notamment si vous voulez monter jusque-là, si vous voulez monter jusque dans l'Irak, qui est quand même une région plus prospère, si vous voulez atteindre Basra, qui est quand même le port crucial pour le faire, il faut passer par ces eaux. Et celui qui contrôle donc Jarun, qui est là, et Qeshm, qui est là, en effet, peuvent empêcher le commerce, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et c'est un peu comme ça que les rois d'Ormuz deviennent les rois qui contrôlent en gros le commerce entre le monde iranien et le monde indien. Alors, l'essor d'Ormuz, qui dure tout le XIVe siècle et qui va aussi continuer pendant tout le XVe siècle, on peut aborder ça par plusieurs moyens. Aubin l'a fait d'ailleurs en récupérant les chroniques d'Ormuz. Il y a quelques chroniques consacrées à ce royaume, écrits plutôt au XVe et parfois au début du XVIe siècle. Mais en fait, il y a aussi toute une série de récits de voyage, de voyageurs qui passent par cette ville-là. En fait, ça devient un point obligatoire de passage pour les gens venant de l'Asie centrale ou du Nord. Et on peut citer un certain nombre de ces textes assez célèbres, comme le texte d'un ambassadeur envoyé par les rois de Hérat en Inde au milieu du XVe siècle, qui vont nous donner donc une description assez poussée de Hormuz. Alors Hormuz, qui est une île donc assez inhospitable, vraiment très dure, il n'y a même pas d'eau potable, donc il faut faire venir l'eau potable de la terre ferme. Et on a des espèces de citernes où on les garde, et comme il fait extrêmement chaud pendant l'été, en fait, ça devient un peu délicat. C'est considéré comme plus ou moins infernal pendant 3 mois de l'année, mais vivable plus ou moins pour le reste. Mais comme c'est assez crucial pour cette espèce de passage entre le monde iranien et le monde indien, malgré toutes ces difficultés, on va donc insister pour pas seulement faire la conquête, mais retenir le contrôle de cette île. Et on va même
bâtir des palais où les rois de Hormuz, qui sont une dynastie séparée par rapport aux rois de la terre ferme, gardent donc une présence assez importante. Donc, de l'autre côté, vous aviez sur la terre ferme la ville de Lar. La ville de Lar qui est souvent oubliée dans les histoires du monde iranien parce que c'est un peu trop au sud. Le vrai centre est souvent considéré comme étant au centre de l'Iran, des endroits comme Isfahan ou puis un peu plus à l'ouest Tabriz, tandis que Lar, tout en étant plus petit que ces autres villes, reste une ville très importante pendant tout le 14e, 15e, 16e et même jusqu'au 17e siècle. Si vous voulez, en fait, peut-être une des dernières descriptions qu'on a chronologiquement de la ville de Lar dans sa gloire est celle de Pietro della Valle, le voyageur italien qui était au début du XVIIe siècle, qui nous a donné une bonne description. Et d'ailleurs, ça c'est aussi curieux, vous savez que Pietro della Valle avait acheté des manuscrits persans. Et ça constitue une des premières collections importantes avec la collection des frères Vecchietti des manuscrits persans en Occident. C'est toujours à Rome. Et si vous regardez les manuscrits, leur provenance, en fait, c'est surprenant de voir combien de ces manuscrits viennent de l'art. Donc, on voit ça par les colophones. Et ça veut dire qu'effectivement, même si c'était une petite ville, c'était une ville avec une effervescence assez considérable, même au niveau de l'histoire intellectuelle et pas seulement au niveau de l'histoire commerciale. Et l'art, d'ailleurs, est aussi intéressant parce que ça a donné son nom à ça. Ça, ce sont des pièces d'argent. On ne soupçonnerait pas par la forme, parce que normalement, vous voyez que les pièces sont rondes, et tandis qu'ici, on a ces espèces de pièces rectangulaires et qui sont appelées des laris. Et en fait, les laris sont les pièces qui dominent le commerce de l'océan Indien occidental à la fin du XIVe, pendant tout le XVe siècle. Les Portugais, quand ils arrivent en Inde à la fin du XVe, début XVIe siècle, en fait, si on regarde leurs contes, les livres de contes, etc., souvent, ce sont des contes qui sont tenus en ce qu'ils appellent laring, c'est-à-dire, comme les Portugais ont tendance à nasaliser des mots, on rajoute un M à la fin, mais c'est bel et bien le même mot et la même sorte de pièces. Et ces pièces sont donc produites dans le sud de l'Iran. Ils sont produits parfois dans le royaume de Hormuz, mais aussi en Inde occidentale. Et d'ailleurs, un des trésors les plus importants, avec le nombre le plus considérable de laris qu'on a trouvé jusqu'à ce jour, c'est assez surprenant, c'est au Sri Lanka. Donc, en fait, vous voyez que on peut dire qu'il y a le royaume de l'art et puis il y a le royaume du lari, qui couvre une grande partie de l'océan Indien occidental. Et c'est une pièce qui est peut-être un peu moins contrôlée que les pièces qui émanent des grandes, des hôtels de monnaie, par exemple, des grands empires, mais qui reste quand même assez important comme une espèce de pièce subalterne pour le commerce quotidien, le commerce de base. En fait, ils sont vraiment assez petits. Là, on a agrandi l'image. Donc, ça fait même pas, je dirais peut-être le quart d'un roupie moghol. Donc, c'est assez petit en tant qu'un quart ou un tiers de la roupie moghole. Alors, donc, c'est de ce monde, le monde du sud de l'Iran, que je vais commencer à construire un peu cette histoire que j'ai envie de construire, du réseau iranien qui va donc traverser l'océan Indien. Donc, vous voyez que ce réseau, dans un premier temps, est un réseau des Iraniens du Sud. Ce sont des gens qui viennent de ces endroits du Sud, de ces villes, comme je vous ai dit, comme de Shiraz jusqu'à Lar. Ce sont des gens qu'on peut identifier, comme je vous ai également dit, par les noms de famille qu'ils ont, les nisba. Je vais revenir sur ce terme-là. Et on va voir que ça, c'est dans un premier temps, et puis par la suite, on va voir un changement dans les origines géographiques des Iraniens, qui participent
dans ce commerce. Donc on commence avec une histoire méridionale qui va devenir de plus en plus nordiste avec le passage de temps. Alors, pour développer cette idée d'un réseau iranien, le premier endroit où il faut aller chercher les Iraniens en nombre, en dehors de l'Iran à l'époque, donc après la fondation du royaume d'Ormuz, c'est en Inde occidentale. Donc en Inde occidentale, on a, à partir du milieu du XIVe siècle, ce royaume qui s'est formé. C'est formé par quelqu'un qui était un gouverneur envoyé dans cette région par les sultans de Delhi. Et puis, en étant dans cette région, très vite, il a trouvé que les sultans de Delhi ne pouvaient pas le contrôler parce qu'ils étaient trop loin. Et donc, il a déclaré son indépendance et il est devenu sultan indépendant. Cette personne qui s'appelle donc Hassan Shah Bahmani, on a des mythes différents sur ses origines. Il y a une version qui veut que c'était un brahman converti, mais il semble, par des sources plus fiables, qu'en fait c'était un migrant qui venait donc avec les forces du sultan de Delhi et qui probablement était originaire de Khorasan, donc de la région entre l'Iran et l'Asie centrale. Mais de toute façon, il s'installe là et il forme donc ce royaume qui est basé dans plusieurs villes de l'intérieur, comme Gulbarga, comme vous voyez ici, et d'autres. Il y avait 2-3 villes capitales. Et l'histoire de ce royaume bahmani, formé au XVe siècle, elle peut être en gros divisée en deux. Il y a une première phase où l'aspect maritime du royaume est moins évident. Et puis, à partir de 1420, en gros, on voit de plus en plus de commerce avec le Golfe Persique. Donc, il y a plus en plus d'évidence, par exemple, que les sultans même envoyaient des navires jusqu'à Hormuz. Et puis, il y a aussi l'installation progressive des Iraniens dans ce royaume. Et ces Iraniens deviennent donc les marchands de longue distance, mais aussi ils commencent à jouer un rôle plus en plus important dans la région. Alors, il y a plusieurs personnes qu'on peut remarquer dans ce cadre, et je vais juste parler brièvement de celui qui est devenu le plus célèbre de tous parmi ces Iraniens. Alors, et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle donc Khaja Mahmoud Gavan. Alors, Mahmoud Gavan fait partie de ces gens qui viennent du nord de l'Iran. Il ne fait pas partie de la majorité. La majorité des Iraniens dans le royaume bahmanide sont toujours des gens du sud. Et notamment beaucoup de Hormuzis, mais il y a aussi beaucoup de Lari, beaucoup de gens de Shirazi et ainsi de suite. Alors lui, il fait un peu exception. Il est donc né en 1411, il s'appelle Imaduddin Mahmoud. Il appartient à une famille assez bien placée dans sa ville natale de Gilan. Mais apparemment, il a eu des querelles avec des autres notables. Il y a en particulier ces deux personnes, Haji Mohammed et Saïd Ali. Il part de sa ville natale. Il va donc faire des études au Caire, puis à Damas. Et en 1453, âgé déjà de 42 ans, il arrive à Dabhol, qui est donc un des ports du royaume bahmanide. Et il laisse une partie de sa famille ailleurs. Donc, il a un frère qui s'appelle Shahabuddin Ahmed, qui est à la Mecque. Il a des neveux aussi dans le monde du Moyen-Orient. Donc, il a tout un réseau de famille. Et ce qui est assez intéressant, c'est que très vite, en arrivant dans le royaume bahmanide, il s'appuie sur les autres Iraniens qui sont là. Ces Iraniens sont des gens assez importants, qui avaient commencé à exercer une influence considérable, surtout à partir des années 1420. Il y a quelqu'un qui vient du monde iranien un peu dans un sens large, qui vient de Basra, Khalaf Hassan Basri. Et c'est donc Mahmoud Gavan qui va recevoir, peut-être 6 ou 7 ans après son arrivée dans le royaume bahmanide, ce titre. Ce titre est assez intéressant. C'est le titre de Malik al-Tujjar, qui veut dire le chef des marchands. Et alors, donc, il devient le chef des marchands de tout le royaume.
il commence à faire ce commerce assez important en différentes sortes de choses, en argent. Il est aussi marchand de chevaux, parce que les chevaux de haute qualité, il n'en a pas en Inde. Donc il faut faire venir des chevaux de haute qualité du Moyen-Orient, de l'Iran ou du monde arabe. Et donc lui, il est aussi marchand de chevaux, il est aussi marchand d'esclaves. Donc il a une activité assez diverse. Et il a aussi, comme je vous ai indiqué ici, 3 fils qui sont aussi, eux, dans le commerce. Il y a certains dans le royaume, puis d'autres de l'autre côté de l'océan Indien occidental. Comment est-ce qu'on sait tout ça? C'est parce qu'on a des références ici et là, mais surtout parce qu'on a ce texte. Et ça, c'est un texte qui est capital. On a peu de documents disons, d'archives venant du royaume bahmanite. Ça, c'est un exemple exceptionnel, c'est un farman des sultans bahmanites. Mais ce qu'on a, c'est quelques textes, et notamment ce texte-là. C'est quoi? Le Riyaz al-Insha, c'est en fait la correspondance de Mahmoud Gavan. Donc, il a mis ensemble les lettres qu'il a échangées avec les uns et les autres, et il a produit un livre avec. C'est pour 2 raisons. C'est premièrement parce qu'il était très fier de son style. Donc, ce n'est pas seulement une question des lettres, disons, écrites dans un style quotidien. Ce sont des lettres écrites dans un style assez élevé. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il démontre dans cette collection l'éventail de connexions qu'il a. Il est donc connu de tout le monde, semble-t-il. Il a même osé, en 1453 ou 4, après la conquête de Constantinople, il a même écrit une lettre au sultan ottoman. Donc c'est quelqu'un qui se prenait pour un personnage important. Mais il est aussi quelqu'un qui est connu dans le monde littéraire. Par exemple, il y a plusieurs lettres qu'il a échangées avec le très très grand poète du XVe siècle, Abdurrahman Jami. Et en fait, on a des lettres des 2 côtés où il essaye en fait d'attirer ce monsieur de Herat pour venir s'installer en Inde. Donc, il est quelqu'un qui a un succès énorme, qui a une fortune assez considérable, qui s'est mêlé aussi du monde politique. Il avait des rapports avec plusieurs sultans, mais il était aussi, semble-t-il, assez proche d'une des reines bahmanides, Makhtouma Jahan. Et en fait, c'est un peu à cause de cette tendance qu'il avait de se mêler de la politique qui va mal se finir. On va donc dire au sultan qu'il avait trop d'ambition, qu'il était capable de créer son propre royaume à l'intérieur du royaume, et donc finalement il sera dénoncé et exécuté en 1481, donc à l'âge de 70 ans. Mais si on regarde cette carrière-là, c'est une carrière bien sûr exceptionnelle, mais qui nous donne des éléments pour construire d'autres carrières autour de lui. Donc on voit derrière lui tout un tas d'autres Iraniens, des Iraniens qui se sont expatriés, un certain nombre qui, comme lui, jouent un peu entre le monde du commerce et le monde politique, mais d'autres qui sont beaucoup plus modestes, qui restent cantonnés dans le commerce, qui restent dans les ports, par exemple, de l'océan Indien. Il y a 2-3 sources un peu inattendues pour ce genre de choses. Il y a un récit d'un voyageur russe qui s'appelle Afanasy Nikitin. Et ce voyageur russe est venu en Inde dans les années 1460-1470. Il a écrit un texte, Khojdeniya za tri morya, voyage au-delà des 3 mers, les 3 mers étant la mer Noire, la mer Caspienne et puis l'océan Indien occidental. Et il parle tout le temps de la nécessité de traiter avec ces marchands iraniens. Et d'ailleurs, il dit qu'il s'est même déguisé en marchand khorassanien parce qu'il ne voulait pas payer les impôts plus élevés qu'il fallait payer en tant que chrétien. Là, il parle encore du commerce de chevaux, etc. Et Mahmoud Gavan est présent dans son récit, mais pas seulement lui. Alors donc, là vous voyez, parmi les plusieurs bâtiments qu'il a construits, ça c'est le seul qui reste. C'est le madrasa qu'il a fait construire dans la ville de Bidar.
en Inde occidentale. Donc, c'était manifestement quelqu'un qui avait des moyens assez considérables pour pouvoir agir à ce genre d'échelle. Alors, nous allons nous arrêter un moment juste pour comprendre un peu de terminologie avant d'aller plus loin. Donc, vous avez vu déjà ce mot-là, tujar, marchand. Donc, Malik al-Tujar, qui est le chef des marchands. Singulier tajir, pluriel tujar. Il y a aussi un autre mot qu'on peut utiliser pour ça, c'est saudagar, qui vient du mot sauda pour commerce. Puis, ces marchands ont tous leurs agents. Donc, quelqu'un comme Mahmoud Gavan, bien sûr, ce n'est pas lui qui va faire le commerce directement. Donc, on a des versions, si vous voulez, de ce qu'on vient de voir dans le cas italien, de la commenda. Donc, ici aussi, on a cette espèce de division de travail. Il y a celui qui est le tajir, qui donne les ordres, et puis il y a le vakil ou le gomashte, l'agent, qui fait le commerce, en fait, qui est celui qui voyage. Puis, ils ont leur propre système de comptabilité, ce qu'on appelle le SIAC. Et on apprend ça assez jeune, et on verra dans quel genre de contexte. Le mot nisba est très important, c'est indication de lieu ou de clan d'origine. Vous voyez que quelqu'un comme Mahmoud Gavan, il s'appelle donc Gavani. Mahmoud Gilani, parce qu'il vient de Gilan, et il y a d'autres qui s'appellent donc Hormouzi ou Lari, ou ainsi de suite, donc indication de leurs origines. Alors, le mot insha, qu'on a déjà vu dans le titre de son texte, qui est une espèce de mot générique pour les belles lettres, mais c'est aussi utilisé en particulier pour les collections de lettres. Et ça, c'est très important. Pourquoi? C'est parce que dans ce monde-là, on n'a pas d'archives de notaire. Donc, on n'a pas l'habitude d'aller déposer des contrats chez les notaires. Et donc, si on a envie de reconstruire un monde de marchands, on n'a pas cette possibilité comme on a, par exemple, si on était à Gênes ou si on était à Venise. On n'a pas de Geniza non plus. Vous voyez que la Geniza, de toute façon, c'est une espèce erreur heureuse. Ça n'a pas vraiment lieu d'exister. Ça existe par erreur, en quelque sorte. Tandis qu'ici, on n'a pas ce genre d'archives. On est obligé de se fier plutôt à ce genre de texte, écrit par des munshi. En fait, étymologiquement, les deux sont liés, des scribes ou des secrétaires. Et parfois, on trouve aussi, comme documents supplémentaires, quelques registres ou des inventaires, les daftar. Et finalement, quelque chose ce sont des documents exceptionnels mais utiles, ce qu'on appelle donc des taskere, qui sont des dictionnaires biographiques. Et ces dictionnaires biographiques peuvent se faire selon des professions. Donc, on peut avoir un dictionnaire biographique de tous les hommes saints du sud de l'Iran. On peut avoir un dictionnaire biographique de tous les soufis, et ainsi de suite. Mais on peut aussi avoir un dictionnaire biographique de tous les notables d'une ville ou d'une région. Et là, vous confondez probablement des professions. On aurait des poètes, on aurait des grands marchands. Et donc ça, c'est aussi extrêmement utile pour nous en tant que source pour pouvoir reconstituer ces réseaux parce que, comme je vous ai dit, sinon, si on dépend des archives, on serait vraiment mal parti parce qu'il n'y a pas vraiment d'archives bien constituées comme on a, disons, en Méditerranée, plus ou moins au même moment. Alors, donc, on a vu qu'il y avait ce rapport qui se faisait, ce lien qui se construisait au XIVe et surtout au XVe siècle avec cette région de l'Inde. Donc ça, c'est la première grande terre de déplacement des Iraniens à cette époque-là. Et ces déplacements vont continuer, en fait, au XVIe siècle, moment quand on a des changements politiques assez importants des deux côtés. Donc, des deux côtés, du côté indien, donc le royaume bahmanide commence à se fragmenter à la fin du XVe et on a ces plusieurs royaumes, Golconde, c'est une erreur d'appellation là, puis Bijapur et Ahmednagar, ce sont les trois royaumes les plus importants qui sont en quelque sorte ressortis de la fin de l'empire des Bahmanides, ça d'un côté, et puis du côté iranien,
on a l'émergence à la fin du 15e, début 16e du royaume des Safavides. Et en fait, on va voir au 16e siècle une espèce de resserrement des rapports entre ces deux mondes pour faire un peu la continuité de ces rapports qu'on a déjà vus au 15e siècle, mais aussi un développement et un changement pour un certain nombre d'aspects. Alors, on sait que les sultans de Bijapur, qui sont, ça c'est une espèce de portrait collectif où on a le fondateur de la dynastie et puis les 6 autres qui ont succédé, donc c'est une espèce d'image un peu inventée à la fin du XVIIe siècle. Mais ce personnage-là, le fondateur de la dynastie, c'est aussi quelqu'un qui vient précisément de ce monde que je viens d'évoquer. Pourquoi? C'était l'esclave d'un marchand de chevaux. Donc, il vient de l'Iran avec son maître qui était un marchand de chevaux et il s'installe dans la région, puis il rentre dans le système politique, mais d'une échelle extrêmement basse. Ce sont des gens qui font partie d'une espèce de couche sociale dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est notamment Aubin qui nous a attiré l'attention à cet aspect-là. C'est-à-dire, il nous a démontré qu'il y avait bien sûr des Iraniens relativement bien placés, aisés, qui avaient pas mal de culture, comme Mahmoud Gavan par exemple, mais que si on regardait de plus près, il y avait aussi des Iraniens qui avaient une origine beaucoup plus humble. Qui appartenait donc à la classe militaire de base et donc étaient recrutés. Et si, par exemple, encore une fois, on regarde de très près les lettres de Mahmoud Gavan, on voit qu'il a un agent à Hormuz et il demande que chaque année, son agent aille chercher des spécialistes militaires. Et ces gens-là sont des gens qui viennent de la région du sud de l'Iran, ce qu'on appelle le Garmsirat, c'est la région chaude, où il y a très peu d'oasis, ce n'est pas du tout une région confortable, mais par contre, c'est précisément à cause de ça que ces gens sont considérés comme des gens durs et donc assez fiables dans des situations de combat militaire. Donc on fait venir ces gens-là, ils sont considérés comme des gens, comme je dis, humbles, pas très sophistiqués, mais néanmoins qui ont une capacité de lutte, mais de l'autre côté, ils sont motivés par l'ascension sociale. Donc pour eux, ce déplacement de l'Iran en Inde, c'est à la fois un déplacement géographique et un déplacement social. C'est pour grimper dans l'échelle sociale qu'on vient en Inde. Alors donc vous voyez que celui-ci, il est arrivé comme esclave, il devient sultan. Ça, c'est quand même un peu dramatique comme ascension sociale. Mais il n'est pas le seul. On a d'autres cas un peu moins connus et je vais juste développer un cas qui est le cas de quelqu'un qui s'appelle Youssouf Lahori. Alors, j'ai pris ça d'un article écrit par notre ami et collègue portugais Luís-Filipe Tomás sur la présence iranienne autour de l'océan Indien au XVIe siècle, d'après les sources portugaises de l'époque. Donc, il est allé, en fait, regarder vraiment systématiquement dans toutes les sources, au moins imprimées, portugaises du XVIe siècle, pour voir combien de références on avait à ces Iraniens qui se déplaçaient de l'Iran en Inde. Alors, il a donc ce passage sur celui qui est appelé par les Portugais Issoufou-Larim, ou Soufou-Larim, ou Koufou-Larim. Donc, c'est une espèce de malentendu autour de la Sedi. Et en fait, il était Youssouf Lahori. Et on dit qu'il il provenait de l'art, de souche turque, on dirait. Et donc, il est à Goa en 1502 en train de lutter contre les Portugais, puis en 1517, et puis progressivement, il devient de plus en plus important dans le royaume de Bijapur, ici. Et dans les années 20, et surtout dans les années 30, il devient une espèce de grand marchand, mais qui est aussi une espèce d'entrepreneur et seigneur de guerre. Et comme dit Tomás, en fait, il était considéré par les Portugais comme tellement important que João de Barros, le grand chroniqueur portugais, a consacré 16 chapitres de sa chronique
à ce Youssouf Lahri. Alors ce Youssouf Lahri, en fait, il a finalement pour titre Assad Khan, Assad dans le sens pas de lion, mais d'auspicieux. Et il était donc basé à cet endroit-là, Belgaum, aujourd'hui une petite ville de Karnataka. Ça, c'est Goa, donc il était un peu le voisin des Portugais. Et c'est à Belgaum donc qu'il va construire son siège. Il y a plusieurs bâtiments, même aujourd'hui, qui portent son nom, comme celui-ci. Ça, c'est la grande mosquée de Belgaum, qui a été apparemment aussi construite par lui. On le sait parce que ce bâtiment a une inscription. Alors, voici la traduction de l'inscription. Par la grâce du pouvoir de le maître de la conjonction, possédant les marques de la royauté, dont le siège est haut et dont le trône est comme le ciel et dont la place est à Sidra, un jour de bon augure, par la grâce de ce Khan, Assad Khan, donc c'est Youssouf Lahri, une maison a été fondée et achevée de telle sorte que sa porte était la Qibla des espoirs du peuple de l'islam. Il devint le refuge et l'abri de l'islam et la demeure de la paix. Les rois et les gens célèbres de Décan, dotés de leur grande fortune, saluaient son seuil chaque matin et chaque soir. Composé et écrit par Qazi Nizamuddin al-Davani, encore une fois, vous voyez, un Iranien, Davani, l'année 924, et ça serait à peu près 1518-1519. Donc, ce n'est pas du tout un signe de modestie, plutôt le contraire. C'est quelqu'un qui, là, a déjà fait fortune, qui commence à s'affirmer. Bien sûr, il n'est pas capable d'affirmer sa présence culturelle comme c'était le cas de Mahmoud Gawan, parce qu'il appartient à toute une autre origine. On ne sait même pas s'il était lettré ou pas. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que pas seulement on a ces bâtiments, mais on a son tombeau qui reste même aujourd'hui un lieu de culte. Donc, en fait, c'est devenu une espèce de lieu de culte des miracles. Et même aujourd'hui, si on va à Belgaum, on peut aller se présenter devant le tombeau d'Assad Khan Lahri et demander des miracles de lui. Et pourquoi? Parce qu'il s'est considéré comme ce qu'on appelle un pahlwan, c'est-à-dire un homme fort. Et on a donc tous ces récits légendaires sur lui. On a par exemple l'idée que chaque matin, il pouvait faire des choses incroyables comme sauter sur un mur qui faisait 4 mètres, etc. Donc on raconte toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple au XIXe siècle, quand les Britanniques ont pris Belgaum, ils ont été assez choqués par le fait que pas seulement les musulmans, mais même les marathis et les hindous avaient beaucoup de respect pour ce tombeau-là. Et donc là, vous voyez une espèce de couche populaire de ce passage des Iraniens par rapport à cette autre couche qui est des élites venues en Inde, mais encore une fois, en utilisant le monde du commerce, en utilisant le monde aussi comme le monde militaire, comme il avait aussi ses aspects militaires. Là, vous voyez encore qu'il est là, on l'a transformé, Hazrat Pir Hatti Assad Khan Lahri Pasha. Donc là, il a un peu l'allure ottomane. Mais ça, c'est un peu la fantaisie du XXe siècle. Vous avez ici son tombeau toujours très respecté, qui fait partie de ce bâtiment, au milieu de ce bâtiment. Et là, encore une fois, un autre chronogramme fait au temps de juste l'âge, le fils d'Adil Khan, etc. Donc vous voyez un peu le genre de choses qu'on voit autour de ce genre de personnage, un personnage donc de type beaucoup plus populaire, et encore une fois qui représente ce monde d'ascension sociale. Alors, si on regarde le texte de Tomaj, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut trouver pas une ou deux, mais littéralement quelques dizaines des marchands iraniens identifiés comme des acteurs importants par les Portugais. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'ils sont toujours identifiés à ce moment-là. Les sources que Tomaj a utilisées appartiennent pour l'essentiel à la première moitié du XVIe siècle. Et à cette époque-là, ils ont tous la même appellation qui est Khaja, qui est quelque chose qui est utilisé parfois par des soufis aussi, mais qui est en effet une espèce de mot de respect. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même mot,
le même titre qui sera par la suite récupéré par les Arméniens. Les marchands arméniens vont s'appeler aussi les Khaja ou les Khoja, qui est exactement le même type honorifique qui passe des Iraniens aux Arméniens. Alors là, vous avez une liste de certain nombre de ces grands Iraniens de la première moitié du XVIe, Khaja Shihabuddin Hormuzi, de Hormuz, mais qui joue un rôle capital dans le commerce de Bengale. Puis, ce monsieur-là, Khaja Shamsuddin Gilani, qui est en fait le goumashte d'Asad Khan Lari, qui est l'agent principal d'Asad Khan Lari. Et après la mort d'Asad Khan, c'est lui qui va hériter sa fortune et donc qui va devenir le cible des Portugais qui ont envie de récupérer l'argent de lui. On a quelques lettres de lui dans les archives des Portugais, mais vous aviez ici toute une série de noms de ces grands Khaja iraniens, tous des acteurs dans le commerce portuaire de l'océan Indien de la première moitié du XVIe siècle. Alors, je passe maintenant à un deuxième temps, où on part vers l'est du Décan, de l'Inde. Donc là, on était plutôt resté au Bijapur, mais si on va vers l'est, on est donc dans le sultanat de Golconde, donc autour de la ville de Hyderabad. Ça, c'est une dynastie fondée par des membres des rejetons d'une des dynasties iraniennes du XVe siècle, les Karakoyunlu. Et ces gens-là, donc, ils ont, bon, ça c'est le nécropole des rois, où on voit l'influence architecturale iranienne assez nettement. Mais ça, c'est dans les derniers temps, on a eu au moins quelques livres qui ont discuté assez longuement le monde de Golconde au XVIe, XVIIe. Ça, c'est le catalogue d'une exposition à la Metropolitan Museum de New York, dans lequel j'ai moi-même contribué un chapitre. Et puis, ça, c'est un livre assez important sorti cette année par Ziauddin Shakeb, qui est un grand spécialiste des relations entre le Décan et l'Iran. Alors, si on regarde cette région-là, tout d'abord, on remarque que les sultans, les Qutb Shahi, comme on les appelle, étaient très, très nettement liés avec les Iraniens. En fait, malgré la distance, étaient en quelque sorte plus liés avec les Iraniens que les gens de Bijapur. Donc, il y a une présence iranienne plus affirmée vers ce royaume de l'Est par rapport au royaume de l'Ouest. Et notamment, il y a une présence très claire des Sayyids. Alors ça, c'est assez curieux, parce que donc, les Sayyids, vous voyez, ce sont des gens qui sont considérés comme assez haut placés, parce qu'ils réclament une descente directe de Mahomet. Donc, ils sont dans la lignée directe de Mahomet, comme le roi du Maroc, par exemple. Mais ce sont des gens, on les distingue assez facilement, parce que souvent, ils utilisent ce préfixe de Mir ou de Sayyid. Alors, donc, ça, c'est un des grands Sayyids de Golconde, c'est Mir Momen Astravadi, qui est donc un Iranien migrant venu à Golconde au début du XVIIe siècle. Ça, c'est son tombeau à lui. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces Sayyids, semble-t-il, viennent en grande majorité à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et ils viennent, pas tous, mais je dirais à 80%, ils viennent tous de cette région-là. Donc, ça, c'est la mer Caspienne. Donc, ici, c'est le Gilan. Puis ici, c'est le Mazandaran. Et ici, c'est Astrabad, Gorgan. Et il semble que ces gens viennent tous de cette région-là. Alors, les spécialistes de l'histoire de l'Iran nous ont quand même mis en garde sur le sujet de ces Sayyids-là. Parce qu'il semble que un des résultats de l'invasion mongole de l'Iran, c'est que les gens ont profité pour se faire réinventer les généalogies après le départ des Mongols, parce que les généalogies existantes étaient détruites. Donc, il y a pas seulement des Sayyids, mais apparemment, il y a une espèce de pseudo-Sayyids. Et c'est un phénomène qui est surtout du XVe siècle, du XVIe siècle. Et donc, il faut aussi penser que parmi ces Sayyids venus en Inde, il y avait aussi un certain nombre de pseudo-Sayyids. Mais ces gens viennent, ils ont leur prestige. Ils sont vraiment, à l'échelle sociale,
à l'autre extrême par rapport à notre ami Assad Khan Lari. Hein? Donc, ce n'est pas du tout les gens qui sont des pahelvans, qui sautent, qui mangent 20 kilos de viande par jour, ce genre de choses qu'on raconte sur Assad Khan Lari. Hein? Ils sont vraiment des gens qui sont considérés comme hautement raffinés, avec pas mal d'éducation, mais aussi parfois avec des pouvoirs spirituels. Hein? Et donc, si on regarde par exemple le nécropole autour du tombeau de Mir Momen Astrabadi, on va trouver ici par exemple un certain nombre de Sayyids qui sont aussi enterrés dans les alentours de ce tombeau-là. Alors, j'ai traité cette question dans 2 articles que j'avais écrits il y a 20 ans, importants sur les Iraniens et le réseau des Iraniens, où j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas compris jusqu'à quel point il y avait une diversité sociale parmi les Iraniens. Et j'ai beaucoup plus insisté dans cet article sur l'aspect de la migration des Sayyids, qui est tout à fait le cas, mais en fait, aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi insister sur l'autre aspect-là, c'est-à-dire, si on parle du rapport entre commerce et formation d'État, entre Tijarat et Imarat, il faut aussi voir qu'il y avait une diversité dans les groupes qui participaient et qui naviguaient entre ces 2 mondes. D'ailleurs, les Sayyids sont relativement faciles à repérer. Et les gens haut placés, c'est relativement facile à faire leur généalogie. Je vous donne l'exemple classique que tout le monde qui connaît quoi que ce soit sur l'Inde moghole connaît. Ça, c'est la grande famille iranienne en Inde moghole. C'est la famille de Ghiyas Beg Tehrani, qui avait pour titre Etemad ud-Dawla. Et donc, il y a une fille ici qui s'est mariée avec Jahangir, qui s'appelle donc Mehrun-Nisa ou Noor Jahan. Il a une petite fille ici qui se marie avec Shah Jahan, et donc c'est elle qui est enterrée dans le Taj Mahal. Donc, vous voyez que ça, ce sont des grands Iraniens, assez bien dans leurs liens sociaux, qui n'ont absolument pas de difficulté pour venir avec un certain capital culturel, pour ainsi dire, et pour négocier avec des gens dans l'Inde moghole. Donc, ça, il n'y a pas de problème pour identifier ces gens. Pour les autres, les gens d'origine plus humble, ça devient plus difficile. Ils ne rentrent pas dans les dictionnaires biographiques. Ils ne sont pas présents dans un certain type de documents comme les inshas. Mais néanmoins, il faut les chercher. Il faut vraiment les chercher. Parfois, comme je vous ai dit, dans les sources européennes, parce qu'ils sont repérés par les Européens quand ils ne sont pas repérés forcément par leur propre tradition interne. Masashi Haneda, dont je vous ai parlé, en fait, a essayé de faire une espèce de liste de ces grands Iraniens, des migrants dans le monde moghol. Hein. Et donc, il démontre qu'il y avait pas mal de gens de Herat, de Nishapur, etc. Et moi, je pense que si on faisait ça, si on avait la possibilité de faire ça, pas seulement avec des gens haut placés, mais avec des gens plus humbles, on aurait une distribution géographique d'origine assez différente. On aurait une présence beaucoup plus considérable des gens du sud de l'Iran, et on aurait aussi probablement une présence moins marquée des gens venant, comme je vous ai dit, du littoral de la mer Caspienne, comme ces Sayyids qui sont déplacés. Alors, le grand Sayyid de Golconde, et je vais juste dire 2-3 mots sur lui, avant de terminer en allant encore plus vers l'est, c'est Mir Mohammad Sayyid Ardestani, qui est donc un Sayyid pauvre, né en 1591, son père étant marchand d'huile, mais il a fait l'apprentissage de Siak, il a travaillé avec un joaillier et un marchand de diamants, et puis il arrive à Golconde vers 1630, il fait l'investissement dans le commerce de diamants, il devient fermier des mines de diamants, et puis il va rentrer petit à petit dans l'administration en passant par ce grand monsieur qui est Cheikh Mohammed ibn Khatoun. Mais ce qui est intéressant sur lui, c'est qu'au fur et à mesure qu'il agrandit son monde commercial, il devient de plus en plus important comme entrepreneur de guerre. Donc, encore une fois, il a ces 2 aspects-là qu'il va jouer en même temps. Par exemple, c'est lui qui va mener les campagnes dans le sud, dans le Karnataka, dans les années 1646-51. Puis, il se brouille avec le sultan. Il pense rentrer en Iran.
Mais finalement, il va plutôt négocier une défection vers les Moghols, ce qu'il va faire, et il va donc terminer sa vie comme général des Moghols dans l'Assam. Il meurt en 1663. Donc, déplacement assez compliqué. Il vient de l'Iran, il est en Inde centrale, puis au Bengale, et puis il meurt dans le nord-est de l'Inde. Et c'est lui, d'ailleurs, on sait beaucoup de choses sur lui. Ça, c'est le texte de Jean-Baptiste Tavernier, qui avait des rapports assez poussés avec lui, qui a fait du commerce de diamants avec lui, par exemple. Et donc, il nous parle maintes fois de lui comme étant le Premier ministre, mais aussi comme celui qui il dit que il est des plus grands capitaines que ce soit jamais venu de la Perse dans les Indes. Et il décrit un peu sa fortune, ce qui est donc confirmé par plusieurs sources, des sources mogholes, mais aussi des sources venant des Européens, parce qu'il a fait le commerce avec Tavernier, mais il a aussi fait le commerce avec le vice-roi portugais, Dom Felipe Mascarenhas, qui était un grand marchand de diamants aussi, dans les années 1640-50. Il a aussi fait le commerce avec les Néerlandais. Donc on le voit dans tous les archives, et c'est lui en fait qui va pousser les limites de Golconde jusque-là. Il va faire la conquête de toute cette région dans les années 1650. Et d'ailleurs, on a aussi ces rapports sur lui, un rapport anglais, où on parle de toute la fortune qu'il a donc mis ensemble, mais aussi on dit que concerning foreign negotiations, il a du commerce à Pégou, Tenasserim, Achin, Arakan, Perse, Bengale, Mocha, Perak, Maldives et Makassar. Il a 10 bateaux à lui-même et il a l'intention de construire encore plus, etc. Donc vous voyez, c'est un grand marchand, mais aussi un grand seigneur de guerre au même temps. On a quelques lettres de lui, pas beaucoup, mais on a un certain nombre, comme celui-ci, vous voyez, où en fait il est en train de préparer son départ chez les Moghols, mais en grand hypocrite et de grand diplomate. Il raconte au sultan qu'il est très fatigué, et donc il demande permission pour aller à la Mecque. Comme je suis bien avancé en termes d'âge, et je ressens des signes de fatigue, de maladie, etc. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, il était en train de préparer son départ chez les Moghols, et ce qu'il a fait à peu près 2 ans ou 3 ans après l'écriture de cette lettre. Donc là, on est arrivé jusqu'en Inde. Je vais vous amener, il y a un dernier petit voyage qu'il faut qu'on fasse en traversant le golfe de Bengale. Parce que ces personnes qui sont arrivées en Inde ne sont pas contentées de rester en Inde. Ils sont allés donc chercher aussi une présence ailleurs, dans l'Arakan par exemple, mais surtout, comme on voit, dans la Thaïlande. Donc au XVIIe siècle, à partir de Golconde, on va arriver toute une vague d'Iraniens dans la cour de Thaïlande et aussi dans les ports des villes portuaires de Thaïlande. Ça, c'est un récit assez intéressant, qui est un récit écrit par un Iranien qui a donc fait ce voyage et qui décrit cette communauté iranienne. Cette communauté iranienne qui s'est installée donc ici, mais aussi à Ayutthaya, la ville capitale de Siam à l'époque. Et alors, donc, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'une fois qu'ils se sont installés en Thaïlande au XVIIe siècle, ils ont même essayé, et ça c'est un peu contre toute attente, de pénétrer le commerce du Japon. Donc on a ces quelques Iraniens qui essaient de débarquer au XVIIe siècle pour faire comme si leur réseau pouvait aller jusqu'au Japon. Bien sûr, ça n'a pas très bien marché. Ça, c'est un article portant sur leur commerce. On voit qu'en fait, c'était des gens qui sont passés par des voies assez compliquées et parfois en se déguisant. Alors, M. Nagashima, qui a écrit un article sur cette présence, nous a fait remarquer qu'à partir des années 30, il y a des marchands persans de Siam, d'Ayutthaya, qui commencent l'importation de la soie chinoise au Japon.
Et en fait, ils sont devenus suffisamment importants que le gouvernement japonais en 1762 a donc nommé quelqu'un l'interprète de la langue des mots russes, c'est-à-dire des persans, des mots roses. Et il nous dit aussi qu'à la fin du XVIIIe siècle, on trouve un manuel pour les interprètes japonais qui s'appelle Yakushi Shotanwa, et dans lequel il y a à peu près 1200 phrases et mots. Je vous laisse avec cette phrase. Apparemment, c'était la façon d'interroger les personnes arrivées dans l'île de Deshima. N'êtes-vous pas en réalité un Européen qui s'est allé en Perse, y a résidé assez longtemps, appris la langue persane, adopté les vêtements des Persans afin de pouvoir venir au Japon en prétendant être persan? Parce que, bien sûr, on avait beaucoup de soupçons sur ces Portugais ou sur les autres qui voulaient se glisser par le biais des Néerlandais. On sait que ça n'a pas duré très longtemps. Ce petit commerce des Persans entre la Thaïlande et le Japon s'est arrêté dans les années 1680. Mais le commerce du Golconde jusque dans le monde Thaï a continué pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Donc, en gros, ces gens-là, avec ce lien fort qu'ils avaient construit entre le monde iranien et l'Inde, ont par la suite essayé de développer un pénombre, même si ce pénombre, parfois, n'a pas si bien marché que ça. Peut-être parce que, contrairement au cas de l'Inde, où on pouvait aussi bien être grand marchand et grand seigneur de guerre, ce n'était pas si possible que ça dans ces pays qui étaient un peu plus lointains. Je vous remercie.